Au bout du pôle Nord ou sous l'équateur, il y a un Jean qui rit, il y a un Jean qui pleure. Vous l'avez en tête, impossible de s'en débarrasser une fois qu'on l'entend. Mais cette attraction culte, ce n'est pas seulement une ritournelle entêtante, c'est aussi un univers de formes et de couleurs, une esthétique reconnaissable entre mille, et ce monde-là, on le doit à une femme, ça s'est passé un 21 octobre 1911. Ça s'est passé en... Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yernaud, sur DLRP. Bonjour Corinne, celle que l'on va évoquer aujourd'hui est une magicienne des pinceaux et une pionnière de la modernité graphique chez Disney. Bonjour Nicolas, le 21 octobre 1911 naissait Mary Blair. Et si ce nom ne vous dit rien, il faut pourtant reconnaître qu'au-delà de la mythique attraction It's a Small World, certains des plus beaux films Disney n'auraient pas la même âme, ni les mêmes couleurs sans elle. Son œuvre est partout, dans nos souvenirs, nos films d'enfance, dans chaque couleur qui nous a émerveillés. Mais alors qui est donc cette Mary Blair ? La petite Mary Brown Robinson naît à McAlester dans l'Oklahoma. Mais au début des années 20, la famille déménage pour finalement s'installer à Morgan Hill, dans le nord de la Californie, là où elle grandira. Très jeune, sa passion se tourne vers le dessin et la couleur, puisque c'est sur les bancs de l'école que la fillette commence ses esquisses. Les marges de ses cahiers reflètent d'ailleurs déjà son talent naissant. En 1929, son diplôme en poche, Mary rejoint le San Jose State College pour étudier les arts. Elle exposera ses premières œuvres à la convention annuelle de la Pacific Art Association. Et son succès sera grand. Un succès tel qui lui permet de décrocher une bourse pour l'Institut Chouinard de Los Angeles, une école d'art prestigieuse dans laquelle d'ailleurs, nombre d'artistes de chez Disney seront formés. À cette époque, elle sera influencée par le modernisme, l'abstraction et même le cubisme. Bref, c'est à ce moment qu'elle développe un regard neuf sur la couleur. Le talent de Mary impressionne ses enseignants, mais aussi les autres élèves tels que Mark Davis et Frank Thomas, qui deviendront des légendes Disney. Et donc c'est ce qui explique qu'elle entre chez Disney. Pas tout de suite. À l'Institut Chouinard, le talent de Mary fait donc l'admiration de tous, et en particulier celle de Lee Everett Blair, un peintre talentueux. Les deux jeunes gens tombent amoureux et ils se marient en 1934. Lee devient président de la California Watercolor Society, une association créée en 1920 et regroupant les amoureux de l'aquarelle. Mary en deviendra l'une des premières femmes. Parallèlement, et pour subvenir à leurs besoins, les époux Blair rejoignent ensuite le petit studio d'animation de Hub Iwerks. Elle ne rejoindra les studios Disney qu'en 1940. Toutefois, elle a un peu de mal à y trouver sa place. Son style est très personnel et peut-être un peu trop en avance pour l'époque. À cette période, Disney recherche un rendu très réaliste, très détaillé comme dans Pinocchio ou Bambi. Mary, elle, propose des aplats de couleurs, des formes simples, des compositions presque abstraites. Donc la voilà chez Disney, mais elle est un peu mise de côté. Oui, jusqu'à un tournant décisif. En 1941, à la demande du gouvernement américain, Walt Disney entreprend un voyage en Amérique du Sud dans le cadre de la politique américaine du bon voisinage. C'est la fameuse Goodwill Tour. L'objectif est clair, renforcer les liens culturels avec les pays d'Amérique latine pour contrer l'influence nazie. Disney part donc pour une tournée diplomatique et artistique avec une petite équipe d'artistes. Et Mary Blair fait partie du voyage. Et là, c'est une révélation. Les paysages, les tissus, les marchés, les gens, tout l'inspire. Elle commence à produire des croquis et des gouaches très colorés d'une modernité folle. Et avec toutes ces créations, Walt Disney séduit ? Complètement. Il comprend qu'il tient là quelque chose de neuf, de rafraîchissant. Il dira plus tard qu'elle avait un talent unique pour faire vivre les couleurs. C'est après ce voyage qu'il commence à lui confier de vrais rôles dans la direction artistique de ses films. Alors ça y est, elle est dans l'univers du film, et on peut citer quelles œuvres par exemple ? Directement inspiré de l'Amérique du Sud, il y a d'abord Saludos Amigos et Les Trois Caballeros. Puis viendront les grands classiques, Cendrillon en 1950, Alice au Pays des Merveilles en 51 et Peter Pan en 1953. Mary Blair crée des concepts visuels pour ses films. Elle définit l'ambiance, la lumière, les palettes chromatiques. Elle ne dessinera pas les personnages, mais elle influence l'ensemble du film. Oui, on pourrait plutôt dire qu'elle apporte une sorte de vision globale. Exactement, elle pose une atmosphère. Par exemple, pour Alice au Pays des Merveilles, ce monde étrange, presque psychédélique. C'est elle. Les teintes violettes, les contrastes forts, les perspectives tordues. C'est typiquement Mary Blair. Idem pour Cendrillon, avec son bleu lunaire si caractéristique. Ou encore Peter Pan, où le pays imaginaire devient un espace de rêves colorés. Et ce talent est reconnu et apprécié à l'époque ? Reconnu par Walt, oui. Par ses collègues, beaucoup moins. Nous sommes dans un univers très masculin.
Et elle est une femme. De plus, elle est moderne, là où beaucoup restent conservateurs. Mais malgré cela, son influence sera indiscutable. Et puis il y aura It's a Small World, sans doute son projet le plus emblématique. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. En 1964, Walt Disney prépare une attraction pour l'exposition universelle de New York. Il a l'idée d'une sorte de voyage autour du monde, célébrant la paix et l'enfance. Et il en confie la direction artistique à Mary Blair. Et on peut dire que là, elle se lâche complètement. Elle crée un univers de formes géométriques, de couleurs vives, sans ombre, sans profondeur réaliste. C'est presque un tableau animé. On peut même qualifier tout cela d'une ambiance, d'un modernisme incroyable. Tout à fait. Avec It's a Small World, Mary Blair a littéralement donné vie à un rêve d'enfant, mais avec une sophistication d'artiste. L'univers qu'elle conçoit pour l'attraction est à 1000 lieues du réalisme. Elle crée un monde stylisé, presque féerique, fait de formes géométriques simples, des cercles, des triangles, des arcs, des lignes droites. Les personnages ont de grands yeux ronds, des sourires doux et des corps qui ressemblent à des poupées de papier. Mais ce qui frappe surtout, c'est la couleur. Une explosion de teintes vives, joyeuses, contrastées, des roses bonbons, des bleus turquoises, des jaunes solaires, des verts tendres. Et pas d'ombre, pas de dégradé, juste des aplats francs, comme découpés dans du papier coloré. Sans chercher à imiter le réel, Mary le réinvente et le simplifie. Pour cela, chaque culture, chaque pays représenté, elle en extrait l'essence visuelle, un motif, un costume, une silhouette. Mais ce qui donne à l'attraction une identité visuelle unique, c'est sûrement son style, à la fois naïf et sophistiqué. Un monde sans frontières, incroyablement moderne. On peut dire que son style a marqué Disney, l'histoire de l'art visuel aussi. Absolument. Elle a influencé toute une génération d'artistes. Et même si elle a quitté Disney à la fin des années 60, elle a contribué à illustrer des livres pour enfants, toujours avec cette même audace graphique. Elle s'est éteinte en 1978, un peu oubliée. Mais son œuvre, elle, n'a jamais cessé de rayonner. Un peu oubliée, mais redécouverte depuis, non? Bien après sa disparition, l'œuvre de Mary Blair continue de rayonner. Elle a bien sûr été reconnue officiellement en 1991 en recevant le titre de Disney Legend. Mais son influence ne se limite pas aux hommages institutionnels. Sa vision graphique audacieuse, faite de couleurs vives, de formes stylisées, a profondément marqué l'identité visuelle de Disney. Et elle inspire encore aujourd'hui des générations d'artistes, de designers, d'animateurs. Elle est reconnue comme celle qui a introduit les codes du modernisme dans l'univers du dessin animé populaire en osant des contrastes visuels et des palettes de couleurs inattendues. En 2011, à l'occasion du centenaire de sa naissance, Google lui a consacré un doodle poétique à son image, une illustratrice joyeuse entourée de formes colorées. Et en 2017, c'est une biographie illustrée, Pocket Full of Colors, qui est publiée racontant son parcours aux enfants. Et puis, son travail a été mis à l'honneur dans plusieurs expositions majeures. The Colors of Mary Blair au musée d'art contemporain de Tokyo en 2009. Magic Color Flair au Walt Disney Family Museum de San Francisco en 2014. Et en 2022, sa ville natale de McAlester en Oklahoma lui rend hommage avec une fresque murale colorée sur laquelle on voit Mary entourée d'éléments inspirés de Cendrillon et Alice au Pays des Merveilles. Mais le plus bel hommage, c'est sans doute celui de Disneyland en Californie. Ne rate surtout pas l'attraction It's a Small World. À mi-hauteur de la Tour Eiffel, une petite fille tenant un ballon. Une figuration de Mary elle-même intégrée à l'univers qu'elle a contribué à créer, un clin d'œil discret mais touchant. Alors lorsque vous marchez dans un parc Disney, levez les yeux, regardez les couleurs, les formes, les visages stylisés. Derrière la chanson entêtante, il y a un monde, et ce monde-là, c'est Mary Blair qui l'a rêvé pour nous. Merci Corinne de nous avoir entraînés dans le sillage de celle qui a peint des univers entiers dont les couleurs ne se tairont jamais. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio, sur dlrp.fr, et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 21 octobre 1911. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.